Bonjour tout le monde. Je reconnais certains dans la salle, je reconnais certaines têtes. Donc, nous, on va vous parler de Timon. On va se présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Thibaut Barrault, je m'occupe de l'équipe Framework et je suis à la Société Générale depuis à peu près 5 ans. Bonjour, moi c'est Alain Douan-Prasseux, je suis consultant chez Finaxis et ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai intégré l'équipe Framework guidée par Donc juste pour nous resituer un petit peu au niveau de la Société Générale, on est dans le département architecture au sein d'Hightech Arc et plus particulièrement dans le centre de compétences. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais le centre de compétences, il y a 3 grandes équipes, une équipe d'experts, une équipe framework dont on fait partie et une équipe plateforme. À quoi sert le centre de compétences? On est là pour faciliter l'adoption des standards qui sont donnés par l'architecture, et on fournit des capabilities, que ce soit côté plateforme ou côté framework. Et nous, côté framework, justement, on fournit l'outil Timon. Et pour faciliter tout ça, on fonctionne en open source interne avec SGitHub. Voilà. On ne vous embête pas plus avec la partie Société Générale au niveau de l'organisation. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc avant de revenir sur le détail de Timon, on va en fait vous décrire un point important qui est la mesure. Exactement. Donc on va vous détailler d'abord pourquoi on a besoin de mesurer. Alors, quand des utilisateurs vous m'entendez? Ouais, je suis passé par. Donc par exemple, quand des utilisateurs nous appellent, ah, on a une application qui est lente. Ah, ouais, ok. Moi je lance l'application sur mon poste. Ah, moi ça marche bien. Ok, bon. On va pas aller très loin avec ça. Donc effectivement, quand on est basé sur un feeling, c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on ait des mesures, qu'on ait des points dans l'application pour mesurer des choses, pour vraiment se baser sur des choses concrètes. Donc ça, c'est vraiment très très important. Après, Alain? Donc en fait, les mesures qu'on va collecter en fait peuvent bénéficier à tout le monde, en fait, que ce soit des business analysts qui vont s'intéresser en fait aux données fonctionnelles en fait qui ont été collectées, par exemple savoir si le produit a bien été passé par l'application, que ce soit des données techniques, que justement le développeur au lieu d'appeler la personne qui a un problème pour demander les logs, il aura directement toutes les données collectées dans une base Elasticsearch. Par exemple, il mesurera le temps passé dans une certaine méthode, il mesurera des points bien importants dans son application qui lui permettront de comprendre ce ressenti utilisateur. Voilà. Et aussi les ops qui eux vont s'intéresser justement aux données infra et au SLA pour justement bien comprendre et anticiper tous les problèmes qu'il peut y avoir avec les serveurs. Donc très important, il va falloir collecter beaucoup de données, collecter everything, effectivement, il va falloir collecter à beaucoup d'endroits dans l'application pour pouvoir comprendre ce ressenti utilisateur. Et on va se poser la question, quand est-ce qu'on va collecter ces choses-là par rapport à la phase du projet? Le plus tôt possible. Il faut vraiment qu'on prenne ça en compte dès la phase de spécification du projet, dès les phases de développement, parce que plus on met ça tard, plus déjà ça va nous coûter cher, et plus on va avoir des surprises dans les phases de release, de mise en production. On met ça dès qu'on commence dans les phases de développement. Comme ça, on va pouvoir suivre au fur et à mesure qu'on avance dans le développement de notre projet, voir si, est-ce qu'on n'a pas des régressions, on voit qu'on a plus de latence. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça en compte, mettre ça le plus tôt possible. Et il y a une phrase qui est très importante d'Edward Deming là-dessus, c'est, nous on a une phrase chez nous qui dit moi je prends la raclette, là c'est quelque chose de très important, c'est on prend en Dieu, mais le reste on le mesure. Donc là faites très attention, cette phrase est vraiment vitale. S'il y a vraiment une chose à retenir sur cette slide, il faut mesurer. On avance un petit peu. Donc là, je vais vous expliquer en fait l'architecture in-house de notre solution. En fait, c'est une application client-serveur qui existe depuis 2006. Donc c'est une application de monitoring. C'est ça, une application de monitoring développée en Java Swing. Donc on a un serveur qu'on voit Timon en bas qui en fait va permettre de collecter des données
Donc les métriques via plein un de certain connecteurs. nombre de connecteurs, tout à fait. Base de données, GMX, SSH, voilà, enfin on a toute une palette de connecteurs que les applications peuvent utiliser. Tout à fait. Et on a justement la console Timon qui est développée en Swing, qui lui va permettre d'afficher les données collectées aux utilisateurs. Et donc cette solution aujourd'hui est bien intégrée à l'environnement GBIS. Et en fait, initialement, elle avait été développée par une demande d'utilisateur qui voulait monitorer de l'applicatif. Puis ensuite, faire du monitoring infrastructure, technique. Plus technique, on va surveiller des serveurs, du CPU, de la mémoire. Et en fait, on s'est très vite retrouvé limité. En fait, voilà, parce que comme on avait beaucoup de connecteurs, beaucoup de choses qui se rajoutaient, beaucoup de nouvelles choses à monitorer, bah, au bout d'un moment, notre solution commençait à poser problème à certaines équipes. On pouvait convenir à une grande majorité d'équipes, mais à certaines équipes qui avaient des gros besoins de volumétrie, bah là, c'était plus possible. Donc, on a eu certaines limitations sur notre solution actuelle, et début 2014, on s'est posé la question, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un parc applicatif, notre application est assez développée, on a à peu près 80% début 2014 des applications qui utilisent Timon dans les applications critiques. On s'est dit, on va recenser un peu tous ces problèmes-là. Donc le premier gros problème qu'on a eu, c'est on ne pouvait pas gérer, nous, des gros volumes de données. Dès que des personnes avaient des flux d'événements assez importants, voire très importants, notre serveur n'arrivait pas à gérer ça, il n'avait pas été prévu pour ça au début. On n'a pas un clustering efficace ou quoi que ce soit, voilà, donc là, pas possible. Deuxième gros problème, la gestion du parsing de gros fichiers. Non, ça, nous, on sait faire du fichier de taille. Enfin, je ne vais pas donner de taille, mais bon, voilà, des petits fichiers, on va dire. Après, dès qu'on va dans des centaines de mots, des fichiers de plusieurs gigas, voilà, notre solution commence à avoir des problèmes. Ensuite, le dernier point, bah, ça c'est un peu embêtant, c'est pas très user-friendly à configurer. Il faut utiliser du XML, côté serveur ou côté client. Il faut un petit coup d'entrée au départ pour savoir comment bien utiliser le framework qu'on fournit. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué à faire adopter dans les équipes. Donc là, on recense tous ces problèmes-là et on dit, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc là, je vais vous expliquer en fait comment on a boosté notre solution. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on y allait fort. Voilà, notre solution est un peu limitée. Et donc, comme on ne voulait pas partir de zéro et capitaliser sur ce qu'on avait déjà. Ouais, comme on a dit, on avait plein d'applications, on avait à peu près 80-100 applications qui utilisaient Timon. C'est pas possible qu'on reparte de zéro. Ça, c'était un point obligatoire, on ne repart pas de zéro. Tout à fait. Du coup, on a regardé sur le marché en fait ce qui se faisait et on a trouvé justement la technologie ELK. On a justement intégré à notre solution. On a commencé à regarder ces technologies, on a fait, nous, côté développement, ça a l'air sympa quand même tout ça. Donc on a testé, on a fait un POC et on s'est dit, allez, la première étape, on l'intègre avec notre architecture existante, c'est ce que vous voyez sur la gauche. En haut, c'est la console de visualisation, la console client lourd. En dessous, le serveur Timon qui collecte la donnée. Et on s'est dit, bah allez, on branche ça sur la base Elasticsearch. Toutes les données collectées qu'on avait dans la solution existante, on l'envoie dans la base Elasticsearch. C'est une première étape, c'est vraiment smooth pour les utilisateurs, aucun problème, c'est super facile. Bon, première étape, on voit ce que ça donne. De notre côté, on en est assez content. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Donc maintenant, en fait, on va vous expliquer notre solution en fait, de la collecte à l'affichage, de ce que la stack nous a apporté. Donc au niveau de la collecte, bah, il y a Logstash qui nous a apporté en fait un agent non intrusif qui peut se mettre à côté de votre application et passer des lignes de log, de l'UDP, voilà, enfin, sans interagir avec votre application, en fait, voilà. Sans rentrer dans le code. Voilà. Et là, déjà, on peut résoudre un de nos premiers problèmes, gérer des gros fichiers de log qu'on n'arrivait pas à gérer facilement avec notre application. Et en plus de ça, il offre une multitude de connecteurs que vous pouvez aller voir sur le site de Logstash. Et après, si on veut un peu plus de flexibilité, on a fourni des loggers qu'on peut embarquer dans notre applicatif en C# ou en Java, avec des fonctionnalités de bulk, de compression d'Elasticsearch, voilà, très facile à utiliser. Full asynchrone, on ne veut surtout pas impacter l'applicatif.
et on peut monter à des très gros volumes d'événements. En plus, comme on est dans le code, on a ici toute la donnée, on peut être très fin sur ce qu'on envoie, donc on envoie une très belle, on peut envoyer une très belle qualité de données. Je détaille un peu ce point-là, pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est vraiment la qualité de données. On a vraiment besoin, si on veut pouvoir monitorer finement quelque chose, il faut qu'on ait une belle qualité de données, qu'on ait toutes les infos qui sont en rapport au process, à l'application, au business, il faut avoir toutes ces infos-là pour pouvoir après faire des dashboards qui seront adéquats. On vous montrera justement ça par la suite. Sur le logger, est-ce que j'ai des choses à rajouter? Ah oui, fonctionnalité de red button pour pouvoir désactiver le login à la volée. Pour un moment, on vous dit oh non, on ne veut plus impacter notre application, il y a un problème, pouf, on peut désactiver tous ces loggers là. Voilà, on a fait pour que ça soit vraiment très simple à utiliser. On a aussi des templates d'événements en fait. Exactement, des templates qui ont été justement définis par architecture. On a une petite série de templates. C'est pour, dans l'applicatif, on va utiliser ce template là et on sait qu'on va devoir remplir 5-6 champs minimum, une dizaine de champs en fonction des types de templates, et ça permet de pousser les utilisateurs à avoir une bonne qualité de données. Et bien sûr, on utilise en dessous notre serveur Timon qui collectait déjà de la donnée. Si nous convenait déjà bien, on a déjà beaucoup de données qui sont collectées. Et maintenant, on fait un petit résumé. Alors, on a notre architecture sur la gauche, la partie qu'on avait avant, notre GUI, notre serveur qui collecte les données. En haut, la partie Elasticsearch et la partie Logger qu'on peut embarquer dans notre applicatif. Pour vous montrer justement que le logger est assez simple à utiliser, alors on va vous montrer ça. Donc là, dans un projet Java simple, on rajoute juste une dépendance à notre logger, dépendance Maven, et tout de suite, dans le code, vous avez juste à rajouter quelques lignes de code pour justement publier des événements vers Elasticsearch. Donc voilà, on initialise une liste de serveurs Elasticsearch, on initialise l'event publisher, on crée un event, et on va publier tout ça dans Elasticsearch. Et bien sûr, comme on est des développeurs assez propres, on met un petit slip. Voilà. Et donc, il y en a beaucoup compris, c'est bien. Voilà. Et donc là, on arrive dans Elasticsearch au niveau du plugin head, et là on visualise justement l'event qu'on a envoyé. Voilà, donc format JSON. En JSON, le classique, hein, bien sûr. Et si on a une nouvelle information à rajouter, on la rajoute dans notre applicatif. Le logger enverra cette nouvelle information-là. Comme c'est une base NoSQL, c'est non structuré. On n'a pas besoin de problème de remettre à jour une table comme on pourrait avoir sur une base relationnelle. Très flexible. Et très simple à utiliser. Voilà, très simple à utiliser, que ce soit pour les développeurs ou pour tout le monde, c'est très simple à utiliser. Surtout les développeurs, on va dire. Et là, on vous montre Logstash, comment on le fournit justement. Donc Logstash, ici on voit, c'est notre wiki interne Société Générale, un point central pour récupérer toutes nos infos. Hop, on a récupéré l'agent, on le dézippe tout simplement. Hop, pas très, on a un peu accéléré, hein. Hop, oups, c'est un peu embêtant sinon. Hop, on a fourni des configurations par défaut ici, c'est pour Windows, Unix pour remonter des données système, c'est pour avoir quelque chose de fonctionnel et très simple à utiliser. Là, vous le téléchargez, hop, vous le lancez sur votre poste, on est sur Windows, on a fourni un point .bat. On va voir que rapidement, on va avoir une publication des événements. On retourne sur la base Elasticsearch, donc l'écran pour voir tout ce qu'il y a dans notre base SQL. Et là, hop, je rajoute un petit filtre pour voir ma donnée. Donc voilà, en quelques minutes, voire allez, je ne vais pas descendre à la seconde, en quelques minutes, un utilisateur va pouvoir facilement publier la donnée. Ici, là, ça sont des données techniques, mais après, il va modifier sa configuration, il va publier autre chose, mais au moins, il a une base qui fonctionne. Donc, après avoir collecté ces données, il faut justement les stocker quelque part, et en fait, on utilise Elasticsearch comme point central de notre système. Elasticsearch, voilà, c'est une base NoSQL qui permet de stocker des données en fait de n'importe quel type de structure. Voilà, on bénéficie en plus de ça de la stack ELK, c'est très facile à utiliser, on bénéficie du clustering d'Elasticsearch, et en plus de ça, la configuration minimale pour Elasticsearch voilà, en fait, marche pour 90%. Voilà, pour la majorité de nos applications, la configuration de base peut convenir. Après, bien sûr, il n'y a pas de miracle. Quand on a des gros volumes de données, je parle de plusieurs centaines de millions, on va vers les milliards d'événements, voilà, il faut faire du tuning, il faut faire des tests, il faut regarder ce que ça donne, il faut voir l'utilisation qu'on en a. Est-ce qu'on a beaucoup de requêtes en lecture?
faire beaucoup d'insertions. Après, il va falloir tuner peut-être le nombre de shards, le nombre de nœuds, des nœuds dédiés en lecture, des nœuds dédiés en écriture. Et tout ça, il n'y a pas de recette miracle, il faut faire des tests, il faut faire des benchmarks et regarder ce qui nous convient bien. On a rencontré ça pour certaines applications, mais pour la majorité, la configuration de base nous suffit amplement. Donc voilà, après avoir collecté et stocké la donnée, on a eu un besoin, nous, en interne, qui était de traiter la donnée. Et du coup, on a ajouté un nouveau composant qui s'appelle le Timon Worker. En fait, c'est un composant web Java HTML5. On utilise des technos comme Drop Wizard, comme ça nous permet d'avoir un serveur Jetty embarqué et donc de ne pas être dépendant d'un serveur d'application. Et on utilise aussi de l'HTML5, en fait c'est un framework maison aussi qui s'appelle EasyWeb, qui nous permet d'avoir des dashboards assez sympas. Donc il fonctionne aussi en cluster mode avec du Gilgroup. Il est très facile à installer, on va vous le montrer tout à l'heure. Je vous montre ça juste après. Qu'est-ce qu'on a rajouté comme fonctionnalité justement dans ce worker-là? Des fonctionnalités d'agrégation, nous c'est pour reprendre certaines données pour les mettre dans un autre index, les déplacer facilement, que ça soit configurable à la volée, pour que ça soit super simple pour les utilisateurs, puisque comme on fait un outil de méthode, on collecte beaucoup de métriques, et la majorité des métriques, on ne va pas vouloir les garder, on va vouloir juste garder une agrégation de certaines métriques bien particulières, et la grosse majorité, on va la déléter. Après, une fonctionnalité qui nous intéresse beaucoup pour le monitoring, c'est les trends, capacity planning. On a besoin de pouvoir anticiper. On n'est plus juste là pour réagir à un problème. Ah ouais, j'ai mon CPU à 100%, la machine va bientôt tomber. Ouais, super, on va aller loin avec ça. Donc maintenant, on va anticiper. On va surveiller, par exemple, que l'espace de stockage sur mon disque commence à augmenter. Et je voudrais savoir quand est-ce que je vais atteindre la limite fatidique des 90-100% qui vont forcément poser problème. Donc avec ça, on va pouvoir bien anticiper les problèmes et on va vraiment être dans de la métrologie. On va vraiment pouvoir anticiper et non plus juste réagir. Et une autre fonctionnalité très importante que nous avons rajoutée, c'est les SLA. Donc, qu'est-ce qu'on entend par SLA? En fait, c'est la création d'alertes sur des seuils. Et tout ça, c'est configurable dans la GUI web, ce qu'on n'avait pas dans l'ancienne architecture, l'ancien outil. Il fallait faire du XML, modifier le XML, redémarrer le serveur, bon, c'est contraignant quand même. Donc là, tout ça maintenant peut être fait directement de l'interface, dans l'interface web. Et justement, on va vous montrer ça. Donc avant, on va justement vous rappeler l'architecture complète. Donc on a toujours le serveur Timon, le client Timon, avec la stack ELK. On a toujours l'API Logger et en plus on a maintenant le worker qui apporte de nouvelles fonctionnalités. Voilà, le worker en haut à droite. Donc ça c'est vraiment la solution complète qu'on a aujourd'hui et qui est déployée en production. Donc petite démo. Donc voilà. Pareil, comme d'habitude, fournissant notre outil en centrale. Vous pouvez voir qu'il est super joli, notre outil bien sûr. On télécharge le worker, on le dézip rapidement sur notre machine, alors que c'est super rapide, 75 MB en 1 seconde, je crois qu'on n'a jamais fait aussi vite. Et tout simplement, on clique sur le point bas, sur le point message qui va bien pour le démarrer. Même dans ces exemples-là, en fait, on embarque une base Elasticsearch en embedded pour que ça soit pour du dev, pour que ça soit super facile à utiliser. On se log sur la page de notre worker. Et là, on va pouvoir vous montrer la fonctionnalité de SLA, justement. On en a pré-créé un pour pas perdre de temps. En fait, on voulait surveiller le CPU, on voulait commencer à lever une alerte, la première alerte à partir de 60% de consommation de CPU, on va mettre à 0 pour que ça aille plus vite. On sauvegarde, donc là, hop, c'est pris à la volée. Les nouvelles SLA sont calculées. On démarre l'ancien client lourd qu'on avait, ceux qui sont à la Société Générale connaissent déjà. Et là, on a un pont bidirectionnel entre l'ancienne et la nouvelle solution, et l'alerte arrive ici. Voilà. Donc ça, cette console-là est utilisée un peu en production, quasiment dans la majorité des applications. Donc voilà, ils peuvent maintenant récupérer les alertes au même endroit où ils pouvaient les visualiser avant. Tout à fait. Et justement, sur l'ancienne solution, pour définir les seuils d'alerte, il fallait configurer des fichiers XML et puis redémarrer le serveur. Là, en fait, tout est fait à la volée dans une... Donc maintenant, on peut tout configurer, toutes ces alertes peuvent être configurées dynamiquement ici dans l'interface web. Donc maintenant, on va vous montrer une autre fonctionnalité du worker, en fait, qui est le capacity planning. En fait, en gros, on va suivre un événement dans le temps
Ici, on va suivre sur les 30 dernières minutes la memory. Et donc, on va faire une régression linéaire qui va nous permettre d'avoir une tendance justement sur ces événements dans notre base Elasticsearch. Et là, on voit que dans une minute, on estime que la CPU va valoir 72%. Et que les 100% vont être atteints dans 7h46 minutes. C'était des templates de dashboard. Ici, ça c'est un dashboard d'infrastructure par rapport aux données collectées via l'API. Et là des données qui sont publiées par une application qui est déployée en World Wide. Donc là, on voit justement où elles sont déployées. C'est pour surveiller une GUI .NET qui est fournie à des utilisateurs. On flippe là sur un utilisateur en particulier, et là on a tous les dashboards qui sont mis à jour en cascade sur cet utilisateur-là qui là était positionné en Corée du Sud. Et donc ça nous permet de vraiment pouvoir investiguer facilement. Par exemple, si on commence à avoir une latence de réseau et on sait que la Corée est impactée, bah, on met un filtre sur la Corée, on commence à prévenir les utilisateurs, on va dire, ah, là je pense que vous allez avoir des problèmes, on va pas avoir 50 coups de fil des personnes de la Corée qui vont nous éclater la hotline. Donc voilà, c'est vraiment très puissant, très efficace. Les dashboards, là, on les fait tous en cliquant. Donc ça motive tout le monde quand on voit des dashboards comme ça, à réinjecter des nouvelles données pour pouvoir les réexploiter derrière. Donc tout le monde est motivé à utiliser ces nouveaux composants de la nouvelle solution. Donc, est-ce qu'on a réussi ou pas à fixer tous les problèmes, enfin à améliorer tous les problèmes qu'on avait? Bon, je pense que le petit enfant nous dit que oui, il a l'air assez d'accord avec notre ressenti. Donc effectivement, maintenant, on sait gérer des gros volumes de données avec la base Elasticsearch. Ça nous a permis de gérer cela. Ensuite, au niveau du parsing, comme on l'a vu, bah, on sait gérer maintenant des gros fichiers avec Logstash. Voilà, on a répondu à 2 problèmes déjà. Et le dernier, ah bah ça y est, on a des dashboards web, on clique, on fait des nouveaux graphiques, on crée des alertes à la volée. Ça plaît à tout le monde tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a répondu aux problématiques qu'on avait début 2014 et la solution aujourd'hui est en production sur plusieurs grosses applications. Donc on a bien montré que avec une solution open source, on a réussi à l'intégrer dans notre application métier, à l'industrialiser, à le fournir à pas mal d'utilisateurs. Et justement, le fait que ce soit des nouvelles technologies, ça les motive à utiliser cet outil. Ah bon, on a vu un peu plus d'engouement qu'avec notre ancienne solution quand même. Voire beaucoup plus. Bon, voilà. Et bah maintenant, je crois qu'on arrive à la fin. Donc, merci. Merci. Si vous avez des questions, je vais prêter mon micro. Je crois qu'il n'y en a plus en fait. Non, il n'y a pas de questions. Alors la volumétrie, généralement je dirais, dans nos applications on compte en centaines de milliers d'événements, le classique. Après, voilà, on va parler de grosses applications où là c'est du 120 millions jours et on garde sur du 8 jours flottant. Donc on est dans le milliard et on réfléchit à faire du x8, x10 sur certaines applications. Alors là, nous on fournit le framework, donc je ne peux pas te dire quelle est la volumétrie derrière. Pourquoi le slip dans le code? Parce qu'en fait, l'application ferme trop vite, sinon, avant d'envoyer l'événement à l'Elasticsearch. Et en fait, comme on fournit vraiment quelque chose d'asynchrone, on ne veut surtout pas impacter l'application. Nous, c'est des éléments de monitoring, on peut se permettre d'en perdre, c'est pas grave. Donc, on ne va pas bloquer l'application avant d'avoir envoyé tous nos événements, on s'arrête. C'est pour juste pas pénaliser du tout l'application. Parce que là, si on n'avait pas mis le slip, en fait, ça serait arrêté. L'événement n'aurait sans doute pas eu le temps d'être publié, on l'aurait pas vu. C'est pour ça. Et donc, voilà la vraie question. Donc là, le feedback sur Logstash, en fait, là vous dites qu'il vous permet de passer des gros fichiers. Oui. C'est parce qu'il passe au fil de l'eau ou bien parce qu'il est plus rapide que ce que vous aviez avant? Bon bah, il y a des deux. C'est déjà plus rapide, ça c'est sûr. Et après, effectivement, on passe au fil de l'eau. On a les deux. Nous, on n'avait pas quelque chose de très performant au niveau de... Parce qu'on n'arrivait pas à absorber en fait la quantité de messages qui pouvaient être envoyés. Et là, bah, vu que ça déverse dans la base Elasticsearch,
ça roule. Merci. Vas-y. Pourquoi ne pas mettre les logs de l'application directe? Pourquoi ne pas mettre les logs de l'application en direct dans le système et Logstash qui s'en occupe? C'est-à-dire, je sais pas. C'est-à-dire écrire les logs de l'application dans un fichier, j'ai un exemple tout simpliste, dans un fichier qui est dédié à cette application-là, et un Logstash forwarder, par exemple, qui récupère les données, les parse, et les envoie l'envoie au cluster. Ça peut être une solution, mais après, comme on a quand même envie d'avoir quelque chose d'assez real-time, enfin quasi real-time, publier de l'application, on a directement la donnée de l'autre côté, on n'a pas forcément besoin de passer par quelque chose d'intermédiaire avec un Logstash qui va tourner dessus, qui va forcément consommer pas mal de ressources, enfin plus ou moins de ressources en fonction de la volumétrie, mais si on peut publier directement de l'application, pour nous c'est plus efficace. Nous ce qui est important c'est que c'est des données de monitoring, on peut se permettre d'en perdre, c'est pas trop grave. En fait, l'application, donc, elle va se connecter à un nœud ou elle va créer un nœud en plus pour... Non, elle se connecte à un nœud existant. En fait, souvent les applications ont leur cluster Elasticsearch, ou après il y a des clusters partagés, puisqu'on est en train de travailler sur du monitoring de shell aussi. Donc là, forcément, il faut que les données, enfin, c'est plus facile que les données soient à un même endroit. Si on a d'autres méthodes pour aller récupérer des données sur plusieurs nœuds, c'est bon. Ok, merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Donc en fait, tu disais que tu poses directement dans l'Elasticsearch. Oui. Et vous en avez peut-être pas parlé, mais à aucun moment vous avez eu besoin d'adapter en fait le mapping de votre index? Non, en fait par défaut on les pousse et il n'y a pas besoin d'adapter. D'accord. Et c'est vrai qu'on peut créer des templates justement d'index, mais actuellement on n'a pas eu de ressenti utilisateur qui nécessite. On n'a pas eu besoin, mais effectivement, faudrait peut-être qu'on regarde par là, parce que des fois on peut avoir des problèmes sur le typage, justement, le typage deviné n'est pas le bon, pour certaines raisons, et on pense à ça, pour l'instant on n'en a pas vraiment eu besoin. En fait. On va dire qu'on a eu de la chance. Merci Lucas. Oui, vous avez montré beaucoup de choses sur de l'infrastructure, du log de gestion de dashboard et tout ça, mais tu parlais aussi d'applications. Ça peut être tout n'importe Vous avez quoi. poussé, apparemment il y a l'air d'avoir un engouement utilisateur, vous avez poussé assez loin sur le monitoring applicatif. Nous, on ne voit pas forcément ce que publient les utilisateurs, vu qu'on fournit le framework. Après, on sait que les utilisateurs poussent tout et n'importe quoi. On montrait des exemples d'infra, mais il y a des applications qui peuvent pousser des informations sur l'utilisation de leur application, quelles sont les fonctionnalités utilisées par leurs utilisateurs, vraiment la latence dans l'application, il y a vraiment de tout qui est poussé. Après, sur le composant qui est API, vous êtes assez interfaçable. Ah bah, API, on a fourni des templates techniques ou fonctionnels, il y a des deux, et après les utilisateurs peuvent publier ce qu'ils veulent derrière. Okay. On a déjà des exemples en fait d'event, application d'event, métrique event, error event, comme ça leur permet d'envoyer justement des données prédéfinies avec une structure bonne. Et après ils peuvent les étendre ou en faire des nouveaux de leur côté, mais nous le but c'est pas d'en fournir trop, c'est pour pas que les gens se perdent dans tous les templates, on fournit des gros templates de base, 10-15 je crois à peu près, et après s'ils ont envie de les étendre, on fait des nouveaux, ils font ça de leur côté, mais on va pas forcément les remettre chez nous après. Okay. Il y en a même qui en avait là-bas qui... Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir si vous aviez des idées de projets type. Si on se lance sur une application, disons 3 tiers, un front-end, un moteur d'application et un back-end. Combien de temps ça prend et qu'est-ce qu'il faut compter comme étape principale d'un projet de monitoring? Alors, le point de départ, c'est où on en est au niveau de nos données, nos mesures justement. Est-ce qu'on les a déjà un peu centralisées quelque part ou est-ce qu'on part du début? C'est-à-dire qu'on n'a rien de logué, on a une application legacy, on n'a rien. Alors là, ça va coûter cher parce que soit il va falloir sortir des nouveaux logs avec des nouvelles informations, soit aller modifier le code legacy qu'on n'a peut-être pas touché depuis je ne sais pas combien d'années. Donc là, ça va coûter très cher. Après, une application qui était très bien avancée en .NET avait déjà les informations toutes prêtes à être publiées. Ils ont juste mis le logger, ajouté les différents champs dans l'événement, publié dans la base Elasticsearch. Et après, les dashboards, les écrans qu'on vous a montrés, c'est un dashboard quand on a la bonne donnée. En 1 heure, on a fait un dashboard ultra complet, voire même en 15 minutes. Donc ça dépend vraiment d'où on part. Et on a vraiment vu de tout. Donc il y en a pour qui ça coûte cher.
Et pour d'autres profils, ça coûte quasiment rien. Je voulais savoir si est-ce que Elasticsearch ou Timon offrent des facilités pour repérer des co-occurrences d'événements. Alors là, tu es un petit peu en avance. Enfin, c'est la version 3.1. De Elasticsearch Non, non. Sur laquelle on est en train de travailler, justement, on va fournir un moteur de corrélation. Après, je peux pas t'en dire plus, parce que c'est des données qui sont un peu sensibles là-dessus. Enfin, c'est dans nos roadmaps et tout, mais c'est un peu interne. Donc, on est en train de travailler dessus, puisqu'on en ressent le besoin. Merci. De rien. Les deux modes pour publier dans Elasticsearch, c'est soit on va lire les logs, récupérer les informations nécessaires et les mettre dans Elasticsearch, ou de mettre des connecteurs sur l'appli. On choisit. D'accord. On peut utiliser, il y a le Logstash pour récupérer à partir de log, entre autres. Ou publier directement. Ou directement dans l'appli. Nous, on recommande dans l'appli si on veut, parce que c'est plus efficace et on a sans doute plus d'informations à ce moment-là. D'accord. Et juste une question Oui. au sein de l'ASG, les équipes viennent vous voir pour cette solution ou vous avez Il y a de tout. une politique de déploiement? Alors maintenant, nous, Timon, c'est la solution de monitoring GBIS. Donc les gens, par défaut, normalement, doivent utiliser cette solution-là. Et après, il y en a bien sûr d'autres, de temps en temps, qui viennent voir, ils en ont entendu parler, mais c'est la solution de monitoring GBIS. Et quand vous proposez la solution avec le framework, il y a aussi l'infrastructure qui va avec? Non, nous on fournit que framework. Donc c'est après à la charge des équipes de prendre des serveurs pour installer leur base Elasticsearch, leur serveur et tout ça. Ça c'est les équipes. Souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils partagent les coûts entre plusieurs applications. Okay. Et vous proposez des formations sinon on est en train de faire les trainings. C'était de la Société Générale ou... Oui. D'accord. On est en train de faire les trainings, justement, pour pouvoir faire des sessions de training d'une demi-journée. D'accord. Merci. On te mettra sur la liste. Vous parlez de mutualiser les Elasticsearch par exemple pour les applications et la problématique des gestions d'accès des utilisateurs. Est-ce que vous la gérez comment Alors, ce type de profil a le droit d'accéder à des données infra mais pas métier alors, comment vous gérez ça? Très bonne question. Pour l'instant, on ne le gère pas. On s'est pas embêté avec ça. C'est des données de monitoring, on n'a pas de données du tout sensibles, donc aucun problème là-dessus. Après, il y a des solutions, bien sûr, proposées par Elasticsearch avec The Shield, entre autres, où on peut mettre un reverse proxy et voir sur quel index on peut accéder. Pour l'instant, on n'a pas ce problème-là, mais on doit y travailler cette année. Ok, merci. Plus de questions. C'est David. Pour l'instant, non. Après, moi je serais ouvert à le faire. Après, je sais pas si je peux. Je sais pas. Ça, je perds mes mails peut-être. Effectivement, je pense que ça pourrait être utile parce qu'on apprend à rien de spécifique là-dedans. Ça peut être pratique, surtout qu'on a vraiment fait que ça soit synthétisé et performant. Très bonne question. Oui. Petite question au niveau de la gestion des différents clusters que vous avez en fait du coup. Qui s'occupe de suivre la santé? Est-ce qu'il y a des équipes dédiées ou... Alors, chaque applicatif doit gérer son cluster. Enfin, chaque application qui prend notre framework gère son cluster. Chez nous, on a GTS qui normalement s'occupe de l'infra, mais là, comme ils ne proposent pas ça encore, c'est chaque application qui gère de son côté son cluster. Et du coup, ils sont utilisateurs et ils doivent devenir du coup administrateurs entre guillemets de la solution. Oui. Bon, administrateur, dans la majorité de nos applications, il n'y a quasiment rien à faire. Après, je dis pas sur les gros volumes de données, quand on va vers milliards, là il y a plus de choses à regarder. Mais dans 80% des applications, ils y touchent quasiment jamais. Merci. Question? Bonsoir. Pour les capacités planning, vous utilisez le Kibana ou
ou autre chose? Non, là c'est nous qui faisons les graphiques dans notre worker, complètement, avec notre méthode. On récupère les données de Kibana pour faire notre régression linéaire, mais ça s'arrête là. Et les graphiques, on les affiche chez nous pour l'instant. Et ça, c'est temps réel ou prédictif? J'ai pas compris. C'est ça, c'est en temps réel ou les prédictifs? Par exemple, si vous avez des possibilités pour faire des prédictions dans un mois ou dans les 15 jours. On dit quelle valeur serait atteinte dans une journée, un mois, ou c'est quoi les différentes valeurs, une heure. Voilà, on choisit à quand on veut savoir quelle valeur on aurait. Ok. Pour chaque paramètre. Exactement. Tout est paramétré en fait. On peut dire jusqu'à quand on revient en arrière et jusqu'à quand on va voir dans le futur. Ok. Est-ce qu'il est prévu une version client léger du worker? C'est déjà. Parce que tu as dit que c'était un client lourd pour avoir tout ce qui était alerte et tout ça. Ah oui, d'accord, ok. Une version web plutôt? Alors une version web pour ce type d'infos-là sur l'alerting entre autres. Oui. Bah, on va, effectivement, le but c'est de migrer le plus en plus de fonctionnalités dans ce worker-là, mais le client lourd a encore de beaux jours devant lui parce qu'il a une grande richesse de composants graphiques qu'on n'a pas du tout dans Kibana actuellement. Mais l'alerting, effectivement, on prévoit de le mettre dans le worker parce que les personnes qui utilisent notre framework prennent ce qu'ils veulent dedans. Donc il y en a qui prennent pas l'ancien client serveur low, ils l'utilisaient pas forcément, donc ils prennent juste les nouveaux composants. Et là pour l'alerting, en fait c'est publié dans l'index, après maintenant c'est à eux de se débrouiller pour aller chercher les alertes. Donc, on fournira des écrans pour pouvoir après les afficher. C'est pas fait actuellement. Merci.